Densité 21,5 est une des plus belles pièces du répertoire pour flûte, mais c'est aussi la seule pièce pour instrument soliste dans l'œuvre de Varèse. On la considère comme le prolongement de Syrinx de Debussy ou l'anti-Syrinx selon les cas. La pièce est commandée en 1936 par Georges Barrère, le flûtiste Georges Barrère, pour sa flûte en platine. Et justement, le platine est un métal qui a pour densité 21,5, d'où le titre donné à l'œuvre. La pièce est créée à New York le 16 février 1936, quelques mois seulement avant les incantations de Jolivet. L'écriture est très dense, concentrée comme le métal. Un motif d'anapèse, c'est-à-dire deux doubles et une croche, structure l'œuvre. Varèse oppose un motif binaire, modal, et un autre ternaire, atonal. La ligne mélodique s'articule autour d'intervalles de seconde augmentée et de tritons. La texture se développe de l'extrême grave vers l'extrême aigu, faisant entendre les 12 demi-tons. Varèse choisit aussi de rompre avec l'emploi très classique de la flûte, en utilisant de nouvelles sonorités ou des effets de percussion avec les clés. Varèse pousse également à l'extrême les possibilités de la flûte et explore de nouveaux registres, tels que le contre-ré, qui est, selon lui, un cri d'impuissance jeté à la face du monde. Et Varèse termine son œuvre en faisant parcourir à la flûte toute l'étendue de sa tessiture, montrant ainsi tout le potentiel de l'instrument. Bonjour, c'est moi, Léa. Et moi, c'est Alice. Nous sommes des élèves du conservatoire. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter une pièce du compositeur Stockhausen. Stockhausen, c'est qui? C'est un compositeur et il a composé un cycle de petites pièces illustrant les différents signes astrologiques. Ah, d'où le nom der Tierkreis en allemand. Mais au juste, c'est quoi les signes astrologiques? Les signes astrologiques, c'est la position du soleil en fonction de ta naissance. Et donc? En fait, chaque signe astrologique représente des traits de caractère, mais aussi des éléments tels que le feu, l'eau, l'air et la terre. Ah, ok, donc c'est le truc en fonction de tu es né, du mois qui représente des choses par rapport à toi. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on va présenter le signe du Verseau. Donc c'est pour les gens qui sont nés du 19 janvier au 20 février. Ces personnes, d'après les croyances, défendent des valeurs telles que la modernité, l'amitié, la liberté, mais aussi l'altruisme. C'est ceux qui défendent la paix. Ok, et quel rapport avec la musique? Donc le compositeur nous a laissé une palette de choix en termes de nuances, d'articulation, d'expression et des sentiments, de telle sorte qu'on a la possibilité de mettre en avant des traits qui nous semblent très intéressants. Ah, ok, d'accord. Donc là, on va représenter un sentiment d'anarchie, c'est ça? C'est ça. Donc du bazar. C'est ça. Ah, ok, je comprends mieux, parce qu'en fait, j'avais pas compris. Bon, écoutez bien. Nous avons essayé de représenter au mieux l'anarchie en utilisant des nuances, des accents ou des ombres qui sont faites par Léa pour m'appuyer, moi qui fais la première flûte et donc qui fait le thème. Ah, ok.
Donc en fait c'est super, mais si on utilise plutôt l'altruisme quand tu disais tout à l'heure, donc la défense de la paix, le rêve d'un monde meilleur et la tranquillité, ça donne quoi? Ça donne une atmosphère beaucoup plus calme. Écoutez. C'est totalement différent. Là, on a plus l'impression d'être dans la tranquillité, dans le calme. Puis tout à l'heure, c'était plus brouillon. Hein. Donc là, en fait, j'ai joué la première ligne linéaire, la première partie. Et toi, tu as fait les accords. Ouais. Mais ça, tu peux pas parce que c'est les pianos qui font les accords, donc tu as fait des arpèges. Donc du coup, on a quand même entendu que ça appuyait ce fait de légèreté. C'est super. C'est ça, et c'est tout le travail et le projet qu'on monte pour le Parc aux Étoiles. Ah oui, c'est vrai. C'est quand déjà la représentation? Alors la représentation, c'est le 21 juin au Parc aux Étoiles à Triel-sur-Seine. Et il y aura d'autres instruments? Oui, parce qu'en fait, on vous a montré un petit extrait, mais on peut faire cette partition avec plusieurs autres instruments. Ah, cool, d'accord. Et du coup, tu viendras? Moi? Bah ouais. Et vous viendrez? Bonjour, le morceau que je vais vous présenter s'intitule The Great Train Race. Vous l'aurez tous compris, cela signifie la grande course d'un train. Ce morceau s'inscrit dans la période contemporaine de la flûte traversière. Il a été composé en 1993, ce qui lui fait à peu près 25 ans. Son compositeur s'appelle Ian Clark et il est américain. Le style contemporain s'exprime à travers ce morceau, au travers différents modes de jeu. Nous pouvons par exemple trouver en premier lieu des sons éoliens. Cela consiste à souffler dans sa flûte, ce qui donne... En deuxième lieu, j'aimerais vous présenter les multiphoniques. Il s'agit de produire plusieurs notes à la fois en un seul souffle. Tout en reproduisant le son d'un train. Enfin, j'aimerais vous présenter le fait de souffler dans sa flûte. C'est quand le course est en pleine train. Quand le train est en pleine course. Il s'agit de souffler, de chanter dans sa flûte en même temps que nous produisons une mélodie. Ce qui donne... Tous ces notes de jeu sont résumées dans la dernière page que je vais vous jouer. Merci. André Jolivet est un compositeur incontournable du XXe siècle, à plus forte raison pour les flûtistes. Il a produit plus de 200 œuvres au travers desquelles il a voulu rendre à la musique son sens originel, antique, lorsqu'elle était l'expression magique et incantatoire de la religiosité des groupements humains. Il a abordé tous les genres et toutes les formations, comme la musique de chambre, la symphonie, les concertos, les cantates, et il a dédié une grande partie de ses œuvres à la flûte traversière. Les pages les plus célèbres étant les ascèses, le concerto avec orchestre, le chant de Linos et les incantations pour flûte seule. Pour lui, la flûte est par excellence l'instrument de la musique. Pourquoi ? Cela parce qu'animée par le souffle, l'émanation profonde de l'homme, la flûte charge ses sons de ce qui est en nous d'à la fois viscéral et cosmique. Ah, notre bel instrument! Pour que vous puissiez comprendre, je vous propose quelques extraits de la 4e des 5 incantations qui ont été écrites après ses voyages en Afrique du Nord, où il a redécouvert notre instrument. C'est dans une ambiance magique, incantatoire, qu'il invoque les 5 désirs profonds
de l'espèce humaine. Dans le second conte extrait, il retranscrit l'aspect primitif et viscéral par des passages avec des ornementations rythmiques et sonores qui s'articulent autour d'une seule note. Ce sera le si, en l'occurrence. Et il y a un phénomène de répétition qui vient accentuer cette tension dramatique qui se crée. Personnellement, cela me fait penser aux sensations que je vis quand je regarde un film d'horreur, pas vous? Enfin, il clôture cette 4e incantation par une ambiance qui redevient sereine, paisible. On retrouve la sérénité. Les oiseaux et leurs chants, associés à la flûte, l'instrument aigu par excellence, ont été une source d'inspiration très importante pour les compositeurs. Dans sa démarche particulière, Olivier Messiaen fut le premier à retranscrire de façon exacte leurs chants, avec sa pièce pour piano intitulée Catalogue d'oiseaux, mais aussi avec le morceau Le Merle Noir, écrit pour flûte et piano en 1952. En voici les premières mesures de la cadence de flûte. Les motifs, assez courts, sont faits de notes serrées. Si le discours de l'oiseau n'est pas mélodique à proprement parler, on peut néanmoins reconnaître des motifs qui reviennent plusieurs fois dans le morceau. Voici un deuxième extrait dans lequel vous pourrez peut-être reconnaître des motifs mélodiques déjà joués dans le premier passage. Je vais maintenant vous parler de Michael Levinas, un compositeur parisien toujours vivant qui a étudié avec Olivier Messiaen. Il a écrit une pièce pour flûte seule intitulée Froissement d'ailes, datant de 1975, donc presque 25 ans après Le Merle Noir de Messiaen. Son esthétique est radicalement différente, on n'entend non pas des chants d'oiseaux, mais sont suggérés divers bruitages que l'on pourrait associer à des bruits d'ailes. Ce morceau décrit la lutte d'un oiseau enfermé dans une pièce et qui lutte pour retrouver sa liberté. On entend dans cet extrait plusieurs techniques de jeu qui illustrent la lutte de cet oiseau. Le flat pourrait symboliser le battement des ailes. L'envol de l'oiseau pourrait être représenté par les montées chromatiques. Et enfin, l'oiseau essoufflé par ses tentatives infructueuses pour s'échapper de la pièce serait imité par les glissandés.
d'entendre. Il s'agit d'un extrait de la sequenza numéro 1 de Berio. Cette sequenza fait partie des 9 autres écrites entre 1958 et 1981 pour la voix, le trombone, la flûte traversière, pour des instruments solistes en somme. Cette œuvre est importante dans la musique contemporaine pour la flûte traversière car elle marque un tournant dans les compositions pour la flûte. En effet, vous avez peut-être entendu des choses nouvelles qui s'expliquent par le jeu instrumental, les différents modes de jeu employés et une grande recherche sur le timbre. Avant de passer à la suite, je vais vous montrer donc un extrait de la partition. Donc vous pouvez voir sur la partition que vous avez sous les yeux qu'il n'y a plus de rythme et que les mesures ont disparu et qu'à la place il y a des petits traits que j'ai soulignés en jaune qui donc délimitent les mesures. Donc nous appelons ça la notation proportionnelle. Donc cette pièce ne se résume évidemment pas aux 2 lignes que je vous ai interprétées, mais je vais vous interpréter 2 autres exemples qui montrent que la flûte traversière peut être un instrument polyphonique. Donc voici le premier exemple. Par exemple, là on peut imaginer qu'une flûte exécute des trémolos dans le grave et puis des notes plutôt sèches dans l'aigu, puis dans le grave aussi. Et puis voici donc le deuxième extrait. Alors normalement, si vous avez suffisamment tendu l'oreille, vous avez dû entendre plusieurs sons différents. Donc il s'agit de multiphonique. Multiphonique, c'est faire plusieurs sons en même temps, donc de hauteurs différentes. Donc la flûte comme instrument polyphonique, c'est donc possible. Donc avant de conclure, je vais de nouveau vous interpréter les 2 premières lignes avec les nouvelles clés de lecture que vous avez. Vous allez pouvoir maintenant essayer de comprendre un petit peu plus de quoi il s'agit. Grâce à Syrinx, Claude Debussy remet au début du XXe siècle la flûte au goût du jour en lui composant une pièce soliste. La flûte rejoint ainsi les instruments solistes 19e comme la clarinette ou le violon. Héritier de la musique romantique, Debussy compose ici une pièce par ton avec une gamme pentatonique, en l'occurrence si bémol mineur. Au sein des expositions universelles de l'époque, 1913 à peu près, les arts extra-européens sont mis à l'honneur et l'art asiatique fait l'objet d'une riche programmation. Ces cultures viennent alors inspirer les artistes européens, c'est le cas pour Debussy qui utilise ici le système pentatonique en donnant une couleur exotique à la pièce. On peut se représenter ce système en jouant simplement uniquement les touchements du piano, comme il l'utilise dans ses préludes justement pour piano ou dans la première phrase du morceau. Cette pièce est l'une des dernières créations à se référer à la mythologie grecque au sein du répertoire de la flûte, l'histoire du dieu Pan. Cette musique figurative représente le tourment à travers les diverses arabesques, les rythmes irréguliers, les évolutions de registre entre l'aigu et le grave, etc. Cette musique improvisée, jouée par Pan et entendue par une naïade, interprète la colère et le désespoir de Pan d'avoir perdu Syrinx, une autre nymphe qui a repoussé les avances du dieu avant de se transformer en roseau pour lui échapper. Pan aurait donc coupé les roseaux pour en faire sa flûte, d'où la flûte de Pan, et conservé à jamais auprès de lui cet amour perdu. La mélodie évoque de façon très imagée ses cris de douleur dans des grands élans de forté, puis sa course folle, son essoufflement et enfin son accablement dans les dernières notes retenues, montrant l'accalmie après la tempête.
Cette pièce était une commande de musique de scène de Gabriel Mauret pour sa pièce théâtrale Psyché. Cependant, la flûte n'était pas censée être présente sur scène, mais seulement entendue derrière un paravent ou dans les coulisses. Aujourd'hui, ce morceau a très certainement dépassé la pièce de théâtre et est interprété en tant qu'œuvre majeure du répertoire de la flûte traversière, en soliste et sur le devant de la scène.